Monsieur le Président, Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Monsieur le Ministre des Comptes publics, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues, c'est un plaisir que de rapporter le premier budget de la sécurité sociale à l'équilibre depuis 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on n'a pas connu ça. 18 ans que les gouvernements successifs ont conduit des réformes visant à atteindre le Graal de l'équilibre budgétaire, un Graal qui nous paraissait tellement éloigné. Je rappelle qu'en 2008, c'était le déficit le plus important annualisé, de l'ordre d'une vingtaine de milliards d'euros quand même. Et donc, c'est un vrai plaisir que de pouvoir présenter aujourd'hui une copie budgétaire qui contraste avec le passé. Et puis c'est un plaisir aussi parce que ce PLFSS, c'est celui des engagements tenus et qui vient amplifier le mouvement engagé l'année dernière. Je pense évidemment, et le ministre l'a rappelé, aux mesures fortes en faveur du pouvoir d'achat, avec l'exonération sociale sur les heures supplémentaires, mesure aussi chère à notre présidente de commission. C'est un engagement du président de la République qui entrera en vigueur dès l'année prochaine. C'est une exonération sociale qui va mobiliser plus de 2 milliards d'euros. Ce sera un gain de 300 € net par an quand même pour un salarié au SMIC qui fait 4 heures supplémentaires par semaine. C'est une mesure qui complète la suppression des cotisations salariales, maladie et chômage, adoptée il y a un an et désormais effective. Donc c'est une mesure supplémentaire pour le pouvoir d'achat des Français, pouvoir d'achat qui est une priorité évidemment et pour les Français et pour le gouvernement. Je pense également aux mesures en faveur de la compétitivité des entreprises. L'année dernière, nous avions amorcé la transformation ou préfiguré la transformation du crédit impôt compétitivité d'emploi en suppression de cotisations patronales. En 2019, ces cotisations seront réduites de plus de 10 points pour un salarié au niveau du SMIC, là où l'effet sur l'emploi est réputé le plus important. Ainsi renforcé, l'allègement général deviendra plus favorable que nombre de dispositifs spécifiques, en conséquence réformés ou supprimés. Il y a eu des inquiétudes qui se sont exprimées sur la disparition de certains dispositifs, en particulier concernant le fameux TODE pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi dans le domaine agricole. Nous aurons l'occasion d'y revenir en séance. Je rappelle qu'un amendement visant à maintenir le TODE en l'état a été déposé en commission et adopté à l'unanimité, mais j'ai bien entendu l'intervention du ministre de l'Agriculture tout à l'heure lors des questions au gouvernement, qui me semble avoir apporté une réponse à la fois concrète, cohérente et complète, voire ambitieuse, aux inquiétudes qui avaient pu être soulevées dans le milieu agricole. Nous aurons évidemment le débat et avant de le préempter, je voudrais dire au nom de la majorité que le message du gouvernement a été entendu et fortement apprécié. Le PLFSS pour 2019, c'est aussi celui de l'écoute. C'est à ce titre que 350 000 retraités ne subiront pas la hausse de CSG sur leur pension. L'augmentation du taux de droit commun voté l'année dernière pour financer la suppression des cotisations salariales, maladie et chômage a renforcé les conséquences préexistantes du franchissement du seuil de revenu, au-delà duquel ce taux de droit commun s'applique. Aussi, afin d'éviter que le franchissement exceptionnel du seuil de revenu au cours d'une année donnée n'entraîne l'application du taux normal, le texte prévoit une subtile mesure de lissage, mais qui permet tout de même de sortir 350 000 retraités de l'augmentation de la CSG. C'est donc un engagement qui va au-delà de la promesse qui avait été faite par le Premier ministre et qui devait concerner initialement 100 000 personnes. Il y a également des mesures favorables aux exploitants agricoles qui entreront en vigueur via la prolongation de l'année blanche pour les jeunes agriculteurs ou la réforme des paramètres de cotisation de la PUMA. Nous en parlerons. Je sais que ça a pu faire débat parmi les oppositions. L'écoute, c'est également celle des plus fragiles d'entre nous puisque ce PLFSS comporte quand même des avancées majeures en matière d'accès aux soins. La ministre de la Santé en a parlé, et de lutte contre les inégalités sociales. Il vient concrétiser les premières mesures des deux plans importants qui ont été présentés par la ministre et le président de la République, le plan santé et le plan pauvreté. Tout d'abord, c'est le PLFSS du reste à charge zéro. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au cours de cette journée suite à un article de presse sur une prétendue augmentation importante des cotisations des complémentaires qui résulterait de cette mesure. D'abord, rappeler la mesure et sa portée sociale et sanitaire majeure pour les Français, bien voir, bien entendre, bien être capable de manger. C'est une mesure qui va en premier lieu concerner les retraités. Et quant aux simulations sur l'augmentation prétendue des contrats de complémentaires, je rappellerai, mais j'aurai l'occasion de le redire certainement en débat, que si l'effort de la Sécu est de 750 millions d'euros, l'effort demandé aux complémentaires sera de 250 millions d'euros, ce qui, rapporté aux 36 milliards d'euros de cotisations visant des prestations santé, voire aux 54 milliards d'euros de cotisations globales, si on inclut la prévoyance des complémentaires. Quand on rapporte 250 millions d'euros à 36 ou à 54, on n'arrive pas à 6%, tout juste à 0,4% et encore. Il y aura également une mesure très forte, vraiment une mesure très forte, et ça,
On en parlait depuis très longtemps, c'est la suppression de l'aide à la complémentaire santé, un dispositif qui ne fonctionnait pas, avec un taux de non-recours extrêmement important, trop complexe, avec une couverture qui n'était pas suffisante et qui est remplacée par une CMU complémentaire contributive qui permettra aux personnes, et notamment les personnes âgées, et notamment les retraités les plus fragiles, au moins 1 million d'entre eux, voire 1,5 million à 2 millions si le non-recours se réduit, d'avoir une meilleure couverture complémentaire santé pour un coût moindre. Pour un retraité, ça peut être jusqu'à 30 € de moins de cotisation de complémentaire santé par mois. Quand on gagne 900 €, 30 €, c'est pas rien. Le PLFSS est aussi des avancées importantes en faveur des familles les plus fragiles. La ministre l'a dit, l'augmentation de 30 % du montant maximal du complément de mode de garde. L'idée, dans la lignée du plan pauvreté aussi, c'est de permettre aux mères isolées de pouvoir retrouver le chemin de l'emploi rapidement, que personne ne soit éloigné du chemin de l'emploi pour des choses qui relèvent du matériel, quand on peut le faire, évidemment. Il y aura également le tiers payant qui permettra aux familles de bénéficier immédiatement de l'aide reçue. Nous allons débattre de la prime de naissance qui a fait débat en commission, qui fait débat d'ailleurs dans cette Assemblée depuis sa suppression en 2014. Enfin, pas sa suppression, mais elle est perçue désormais après la naissance et plus avant. La commission a rejeté des amendements visant à anticiper l'attribution de cette prime. Nous aurons sans doute le débat à nouveau dans l'hémicycle. Et puis, il y a des mesures qui vont améliorer de façon conséquente la situation des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles en congé maternité, notamment grâce à l'harmonisation des règles d'indemnité de leur congé avec les règles applicables aux salariés. Moi, je salue les travaux de Marie-Pierre Rixain, notre consoeur, qui a fait un énorme travail, qui a proposé plusieurs amendements que la commission a retenus. Et j'espère vivement que nous aurons un avis favorable du gouvernement permettant de concrétiser ces travaux de notre collègue. Et puis, il y a aussi une mesure très forte, et là, c'est aussi le neurologue qui parle, en faveur des troubles neurocomportementaux qui s'intègrent dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022, qui va permettre à des familles en attente de pouvoir percevoir les allocations ad hoc, de faire soigner leurs enfants sans compter les sous, en allant voir des professionnels de santé pour le diagnostic ou la prise en charge des enfants atteints notamment d'autisme, et qui jusqu'ici ne pouvaient que difficilement le faire parce que ces soins ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. C'est une mesure extrêmement forte, et bravo pour ça. Enfin, le PLFSS, c'est celui de la responsabilité. On a parlé des redressements des comptes sociaux. Ça ne se fait pas, évidemment, d'un claquement de doigts. Personne ne peut dire cela ici. C'est d'abord la contribution des Français à travers les cotisations sociales. C'est aussi l'effort qui a été demandé depuis des années, depuis plus d'une décennie maintenant, aux acteurs sociaux, aux professionnels de santé, aux usagers, aux hôpitaux, qui ont permis le redressement des comptes publics. Et je crois que c'est extrêmement important parce que ça nous permet, le déficit de la Sécu aurait eu 18 ans si nous n'avions pas agi, eh bien ça nous permet de transmettre aux générations à venir une sécurité sociale confortée, modernisée, plus forte. Je crois aussi que c'est agir en responsabilité, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir un relèvement de l'Ondam, puisque l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dont il avait été convenu qu'il n'augmenterait que de 2,3 %, ce qui était déjà une hausse significative, en tout cas plus importante que celle des années précédentes, finalement sera de 2,5 %. C'est donc l'Ondam le plus élevé que nous ayons à examiner depuis au moins 6 ou 7 ans de mémoire. Et dans le même temps, eh bien, alors que la sécurité sociale pourrait devenir excédentaire, on se rend bien compte qu'il y a encore des dettes sociales accumulées par la Sécu qui jusqu'ici ne sont pas prises en charge. Certaines sont prises en charge. La dette à la CADES s'élève à 100 milliards d'euros. Elle est en cours de remboursement et d'ici 2024, elle aura été soldée. Mais il y avait encore une dette de plus de 20 milliards d'euros qui était portée par la COS et qui va être transférée à la CADES avec les financements ad hoc pour permettre de solder cette dette de façon à vraiment laisser quelque chose de très propre aux générations à venir. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Dans les transferts et dans les relations État-Sécu, ça fait évidemment l'objet de débats. Une partie des excédents fictifs de la sécurité sociale iront donc dans le budget de l'État. L'État est très endetté et on peut difficilement parler d'excédent lorsqu'on cumule une dette pareille. Toutefois, moi je l'ai dit en commission et je le rappelle ici, si un geste pouvait être fait dans les années à venir, autant que faire se peut, pour agir en matière d'écologie, de qualité de vie au travail, de transport collectif, toutes ces choses qui ne relèvent pas forcément de la sécurité sociale, mais qui ont un impact social et sanitaire très important pour les Français, ce sera évidemment apprécié par la majorité. Responsabilité enfin au regard des défis qui nous attendent, la prise en charge de la dépendance, qui est un chantier absolument majeur, et la ministre a ouvert une grande concertation qui nous permettra enfin de prendre à bras-le-corps et de façon concrète un défi qui a été tant de fois repoussé, qui est les conséquences du vieillissement de la population,
Il y a déjà des mesures fortes en faveur des EHPAD, nous y reviendrons, également en faveur des salariés à domicile, avec un relèvement des allègements généraux. Mais ce grand plan EHPAD, ce grand plan dépendance, nous l'attendons énormément au sein de la majorité. Il y a également des mesures structurelles, des transformations structurelles dans ce PLFSS, avec la mise en place d'un forfait pour la prise en charge de pathologies chroniques à l'hôpital, avec la poursuite de l'extension du périmètre de l'article 51 de la LFSS pour 2018, qui permet d'expérimenter le financement au parcours de soins ou le financement à l'épisode de soins. Il y a plus de 270 équipes sur l'ensemble du territoire national qui, en moins d'un an, ont fait savoir qu'elles étaient très intéressées pour répondre à l'appel à projet et pour participer de façon concrète à cette expérimentation du financement au parcours ou à l'épisode de soins. Honnêtement, ça va au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Ça veut dire qu'il faut poursuivre. Il reste encore quelques blocages et l'idée avec ce texte est d'arriver à les lever. Et puis enfin, quelques amendements, quelques avancées de la Commission des affaires sociales que nous continuerons de débattre. J'ai eu l'occasion de défendre et de faire adopter 2 amendements, un qui concerne les pratiques de chirurgie cancérologique sur des plateaux techniques qui n'ont pas l'autorisation et qui n'ont pas d'activité suffisante, que l'assurance maladie puisse être en mesure de demander le remboursement, non pas aux patients évidemment, mais aux établissements concernés, de manière à renforcer la sécurité et la qualité des soins. Un autre amendement qui paraît iconoclaste, mais qui parle de la situation des urgences. Les urgences qui sont saturées avec 23 millions de passages par an et pour lesquels il nous faut être capable d'inventer, d'innover, mais cela fera débat dans l'hémicycle et le débat est évidemment ouvert et je l'espère productif. Il y a eu des amendements pris à l'opposition, aux différentes oppositions, pour intégrer, lorsqu'on parle d'évaluation de la qualité des soins, intégrer des indicateurs de satisfaction des patients, intégrer des indicateurs de résultats. Certains souhaitent que le financement à la qualité apparaisse aussi dans le domaine de la psychiatrie, des soins de santé mentale. Et donc, il y a des amendements qui ont pu être discutés, voire adoptés en commission sur cette question-là. Il y a également l'engagement de la convergence de la fiscalité applicable aux Roms issus des territoires outre-mer, qui est un amendement qui a été adopté en commission, et bien d'autres encore, sachant que d'autres amendements ont pu être discutés, des amendements sur la fiscalité dans le domaine de l'alcool, sur la TVS, des amendements sur les moniteurs de ski, enfin tous ces débats qui sont devant nous et qui vont animer nos journées et nos nuits jusqu'à, on l'espère, vendredi, si tout va bien. Il y a quand même plus de 1000 amendements cette année qui ont été recevables, c'est-à-dire 150 amendements de plus que l'année dernière. Donc les parlementaires sont productifs et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y aura du débat. Je ne serai pas plus long, Monsieur le Président, et je vous remercie. Je me réjouis vraiment de vous retrouver dans l'hémicycle pour toute cette semaine de débat.